Bon, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, chers collègues, c'est un plaisir, un honneur toujours de venir dans notre compagnie. C'est un plaisir, un honneur parce que, effectivement, depuis 15 ans, j'essaie de savoir, dans le service d'orthopédie dont j'ai la charge et le plaisir d'animer, comment faire mieux et comment faire plus avec des jeunes collègues. Hubert et Philippe m'avaient demandé de venir aujourd'hui pour vous reparler dans un petit condensé de cette problématique, le savoir-faire et le savoir-être, qui ne nous a pas été enseigné, qui, selon notre éducation, est quelque chose de facile ou de très compliqué. Et cette communication a été faite lors des 800 ans de la faculté de Montpellier, dont la thématique principale était la simulation. Alors en chirurgie, il faut réussir l'acte technique, mais ça ne suffit pas. On est tous à droite et à droite, mais ça ne suffira pas, même si on réussit à se curer le nez au bon endroit. Le problème, c'est faut-il se le curer à ce moment-là? Donc l'idée, c'était ça. Donc ça fait 15 ans que je réfléchis à comment être un excellent orthopédiste, et comme je suis chirurgien de la main et de l'épaule, les nerfs qui nous entourent sont des problèmes, mais il y a l'humain autour. Donc je vais vous présenter ce petit topo, un peu en forme de première partie, pour que les stars animent l'après-midi. Je chauffe la salle. Comme toutes les sessions scientifiques, je dois déclarer mes liens d'intérêt, mais désormais, chaque fois que je le fais, je ne peux pas oublier de déclarer mes liens d'amitié. Évidemment, je voudrais remercier Hubert et Philippe, et bien évidemment l'Académie nationale, où Philippe Bichard m'avait demandé de venir il y a très longtemps. Et je lui suis toujours reconnaissant. Et puis, je voudrais remercier Michel Merle et Alain-Charles Masquelet, qui sont mes parrains pour ma titularisation il y a de cela quelques années. Vous connaissez cette équation. Si nous sommes là, si vous êtes là, c'est que vous la connaissez bien. Vous connaissez cette équation, 1/2 de D égale B au carré, c'est quelque chose qui nous a animés. Cette équation, c'est 1/2 de décision égale bordel au carré. La chirurgie nous apprend à commencer et finir, elle nous apprend à décider, à arbitrer. Peut-être des fois en se trompant de chemin, mais on l'a appris. Alors évidemment, ça n'est pas toujours sans rouler à contresens sur les autoroutes du bon sens, c'est vrai. À côté de cela, vous avez, si vous êtes universitaire ou si vous l'avez été, traversé des réformes pour que nos étudiants réussissent et ils deviennent de bons collaborateurs et collaboratrices. Vous savez qu'il y a assez longtemps, maintenant c'est vintage, les années 90, on demandait des choses un peu difficiles à nos étudiants. Calculer l'aire de cette figure. C'était trop pour nos étudiants et leur échec rendait triste leur maître. Alors, on a diminué le niveau d'exigence et on a fait des figures plus simples. On nous a demandé plus tard à demander à nos étudiants à faire des exercices plus simples. C'était encore trop dur et puis surtout, l'égalité n'était pas constante. Alors, on a posé des questions. On a posé les fameux crocs, questions à réponse ouverte et courte. Quelle est la longueur de ce rectangle, etc. Finalement, on avait encore des problèmes avec cette solution simple. Alors, on s'est mis à poser des QCM, cocher les croix. Mais non, d'un chien, ces étudiants n'arrivaient pas à satisfaire leur maître. Leur échec était une tristesse. Alors, on s'est dit, on va simplifier encore. Et puis finalement, on a mis des questions tellement simples qu'on avait encore des échecs. Alors maintenant, l'évolution de la pédagogie est telle que, pour ne pas décevoir les maîtres, eh bien, on en arrive là. Si cela ne te gêne pas, colorie le rectangle dans une couleur de ton choix. Sinon, fais ce que tu veux, mais en respectant les valeurs de la République. Alors, je suis de cette génération où j'ai été confronté à des choses un peu difficiles et il a fallu aller chercher nos étudiants et nos étudiantes pour les élever, pour qu'ils nous dépassent. Vous connaissez aussi cette équation parce que si vous aimez votre métier, vous tendez vers l'excellence. Alors cette équation, c'est simple, c'est la qualité ressentie de nos patients est une fonction de la technique opératoire multipliée par la relation que l'on a avec nos patients, multipliée par l'information. Et vous savez que l'information est une fonction de l'attention qu'on porte à nos patients, multipliée par le temps qu'on leur accorde. Vous le savez, dès qu'il y a un signe multiplié, s'il est nul, si un des produits est nul, toute l'équation s'écroule. Alors, vous pouvez remplacer information par amour. Ça marche aussi. Qui dépend de l'attention et du temps que l'on passe.
Alors effectivement, si l'on regarde un peu derrière nous, si l'on regarde un peu à côté de nous, parce qu'en médecine et en chirurgie, on ne trouve pas tellement d'écrits sur la valeur qu'on apporte à nos humains, eh bien, on va trouver des choses qui pourraient nourrir des programmes de simulation à transmettre à nos jeunes collègues. Alors, parler du savoir-faire et du savoir-être, c'est un peu prétentieux, et qui suis-je pour vous expliquer ce que vous auriez dû faire ou ce que l'on pourrait faire? Le savoir-faire, c'est ce que l'interne ne sait pas encore, et puis surtout, il ne va pas demander à ses collègues plus vieux. Il se l'interdit. Il n'a pas la maîtrise. Le savoir-être, c'est qu'il écoute ses propres scénarios, il n'écoute absolument pas les nouvelles règles qu'il rencontre, et il n'est pas prêt à se les approprier. Il veut garder son autonomie. Enfin, la finalité, il ne sait pas ce qu'il peut réussir, il s'effraie de tout ce qu'il y a à acquérir, il oublie la chance qu'il a d'être là. Le problème, c'est qu'il ne voit pas encore que la chirurgie est plus grand que nous. Pourquoi je vous parle de maîtrise, autonomie et finalité? Mais tout simplement parce que ce sont les 3 ingrédients du bien-être qu'ont décrit Ryan et Deci il y a quelques années. La maîtrise, on comprend bien ce que c'est, et la chirurgie nous permet d'atteindre cette cible. L'autonomie, effectivement, on a tous besoin de ce jardin et de cette liberté, qui est parfois vertigineuse. La finalité, effectivement, comme on le disait en introduction, pour lundi et mardi, on a l'impression de travailler pour quelque chose de plus grand que nous. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait net, parce qu'on nous livre le fioul et il n'y a pas la cuve. On a tellement de patients à opérer et tellement peu de moyens qui se tordent que les conflits de valeurs surgissent. Vous avez bien fait de partir au moment où vous êtes parti. Donc, maîtrise, autonomie et finalité, oui, oui, c'est le secret du bonheur. Et puis, quand on va plus loin dans cette quête de bonheur, on entend dans le sport parler de la zone. On rentre dans la zone, le flow. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est un concept décrit par Slizami Ai, qui est un psychanalyste hongrois qui déboule aux États-Unis il y a plus de 60 ans, sans parler un mot d'américain, qui va faire une étude extraordinaire en donnant des petits boîtiers à des patients. Et quand ça bip, il demande « Écrivez bien ce que vous ressentez ». Et donc, il a pu redémontrer effectivement ce concept de maîtrise, autonomie et finalité. Et surtout, il voit bien que tous les humains que nous sommes oscillent entre plaisir, mais surtout ennui et anxiété. Ennui et anxiété. Et comment alors on va rentrer dans cette zone, dans ce plaisir flottant? Eh bien, comme ceci. Si on vous demande de faire quelque chose de pas difficile parce que vous êtes très compétent, vous êtes là, mais c'est trop facile, alors vous vous emmerdez. Si par contre on vous demande de faire quelque chose ici, vous n'êtes pas très compétent et ça paraît très difficile, alors vous êtes anxieux. Et tout le secret du bien-être, c'est bien de se trouver au milieu, c'est-à-dire, c'est un peu difficile, mais vous ne savez pas si vous allez arriver à le faire, mais vous allez arriver à sortir de cette opération, vous ne l'avez jamais faite encore, et bien vous vous en sortez. Et si vous êtes dans cette zone, dans cette diagonale, vous êtes dans la zone, dans cette expérience que l'on va décrire comme autotélique. Elle est réalisable, mais c'est un défi. On se concentre pour le faire. La cible est claire. On a un rétrocontrôle immédiat. Si ça saigne, ça saigne. On doit reculer. Enfin, l'engagement est profond. On exerce un contrôle sur ce que l'on fait. On s'oublie. Le temps disparaît. On flotte. La journée se passe à toute vitesse, voire la nuit. C'est ça le flow. Et en chirurgie, il y a un tout petit travail qui a été fait là-dessus. En musique, bref, dès qu'on se sert de ses mains, avec un retour d'expérience, on est dans le flow. Vous savez que vous êtes passé dans cette zone. Alors, savoir-faire, suis-je capable? Travaillons la maîtrise. Alors, l'interne a à faire des choses et à résoudre un certain nombre de tâches. On le sait, tout ne dépend pas de l'acte technique, même si
on doit apprendre à opérer. Le geste chirurgical et sa réussite ne dépend que peu de la réussite globale de l'acte. Le geste ne résume pas l'acte. Et effectivement, plusieurs travaux montrent qu'il y a un environnement cognitif très important, d'abord pour savoir si on va réussir la chirurgie, parce que dès qu'on rentre dans le bloc, on sait que si on est avec Titi et Jojo, ça va mal se passer. Et deuxièmement, il y a un environnement post-opératoire à contrôler pour que le patient, lui, soit content de ce qu'on a fait. Alors, pour la maîtrise, on a des outils connus, il faut s'entraîner, et la simulation est un outil supplémentaire pour arriver à acquérir tout ce que l'on doit savoir en chirurgie. Mais surtout, la culture de répéter, la culture d'accepter les critiques, même injustes, le caractère coachable d'un jeune collaborateur, et qu'il ne confonde pas ce que l'on est, ce que l'on fait. Quand on nous dit ben, c'est nul ce que tu as fait, on entend je suis nul. Non, tu as chié sur la table. Là, tu as mal fait ton truc. Donc, n'entends pas que je te détruis. Je parle juste que tu as raté l'objectif. Et souvent, c'est bien plus facile de confondre la critique. Et c'est bien difficile, encore plus aujourd'hui, avec les générations de gens où tout va très vite et où tout est transparent. Le jeu est un élément d'entraînement très important et effectivement, la culture de l'erreur et le jeu au sein d'une équipe de chirurgiens est très important à transmettre. Le jeu, c'est pas on rigole de tout, c'est est-ce qu'on peut s'amuser pour faire plus et mieux. Alors effectivement, il y a des jeux faciles, il y a des jeux difficiles, mais c'est très important que l'on acquiert quand on enseigne ces moments-là. Alors il y a des choses à lire et qu'on ne trouve pas dans notre littérature. Définitivement, les étudiants en médecine français devraient lire ce livre qui est offert à tous les étudiants en médecine américains par Bill Gates, Factfulness, Comment on raisonne, Hans Rosling, un épidémiologiste qui est mort d'un cancer du pancréas, a parfaitement décrit les erreurs de raisonnement simples. Pour cela, il a fait un jeu en 13 questions qu'il a posé à des groupes d'experts et à des groupes de singes pour s'apercevoir que les groupes de singes font aussi bien que les experts, parce que l'on est extrêmement influencé par notre éducation et ce que l'on croit. Et ce que l'on croit, c'est ce qui fait peur. On est habitué à acquérir le sucre et le gras et la mauvaise nouvelle. Apprendre à raisonner, c'est important. Et puis, il y a d'autres livres à la fois sur l'intuition et à la fois sur notre façon de raisonner qui, Daniel Kahneman l'a montré, nous permettraient d'éviter les erreurs en chirurgie, définitivement. Mais il n'y a pas de zone culturelle pour transmettre ce savoir simple. Dans certaines facultés, il y a des certificats et des UE sur le raisonnement, etc. Mais tout ça va piocher dans la culture des pédagogues qui ne nous permet pas, à moins de comprendre des mots contre triples, de bien se faufiler dans des concepts simples. Enfin, il y a d'autres livres très importants à découvrir sur les erreurs de jugement. La résolution des problèmes que l'on a en chirurgie dépend de facteurs et, encore une fois, basés sur le socio-éducatif. Vous voyez ici certains pays, certaines façons de grandir, certaines cultures ont des façons de résoudre les problèmes de façon très simple. D'autres, quand ils ont un problème, boivent de l'eau chaude, mangent des pâtes, se couchent, etc. Et vous le savez, en France, quand on a un problème, ça se finit par des problèmes. Et effectivement, c'est très important de pouvoir transmettre cette façon de résoudre les problèmes. Ben, il y a une méthode universelle qui a été rapportée par l'école de Palo Alto. Quand on a un problème, on le définit. Est-ce qu'on est d'accord sur le problème? Parce que selon notre point de vue, on a toujours raison, mais on n'a pas le même point de vue. Donc, définir le problème, c'est à apprendre à nos étudiants. Et quand on demande à 10 étudiants de nous décrire une radio ou un examen, eh bien, ils décrivent toutes et tous quelque chose de différent. Certains ont appris à commencer à regarder en haut à gauche parce que c'est culturel. On lit de haut en bas et de bas et de gauche à droite. Mais d'autres vont commencer à voir ce qui fait peur en bas, le petit truc bizarre, le pacemaker qui est caché. Donc, définir le problème, ça n'est pas un détail. Et la deuxième marche importante, c'est comment on l'aggrave. Comment on aggrave le problème? Si on apprenait à nos internes comment on va rater cette opération d'emblée, ça permettrait d'éviter des ennuis que nous avons toutes et tous faits. Analyser ces échecs pour les comprendre, c'est quelque chose de très important parce que ça nous éviterait d'être dans une solitude que l'on voit parfois et c'est notre quotidien.
Nous sommes un chirurgien comme cet artisan, nous avons tous quelque chose à faire, on le fait bien, des petits signes avant-coureurs. Notre métier est fait de petits exercices de ce type et la solitude de notre collègue que vous allez remarquer, la voilà, est sans doute à partager. Car il y a d'autres professions et d'autres corporations qui ont depuis longtemps analysé leurs erreurs, comment ça tient, pourquoi ça marche. En chirurgie, il faut que l'on aille plus vers cette culture de l'erreur dans un environnement sécure. Alors, apprendre la culture de l'erreur, c'est parler des 3 erreurs originelles que nous avons tous en tête. Ici, un exemple de communication de haut niveau au CHU de Besançon. Vous voyez qu'il y a 2 personnes qui réparent et l'une, enfin, qui essaie de les appeler avec son téléphone. Les 3 erreurs originelles, c'est ce qui se passe quand un interne déboule dans un service. Que vont-ils penser de moi? Donc, si on est accroché à ça, eh bien, on va avoir du mal à dire ce qu'on a fait de mal. La deuxième erreur, c'est je dois réussir du premier coup tout ce que je tente. La culture actuelle de je vais vous montrer ce que je peux faire sur les réseaux sociaux en 3 minutes et quelque chose de très facile est très ennuyeux quand il faut du temps et du travail et de l'abnégation. Enfin, je confonds ce que je suis et ce que je fais, je vous en ai parlé. Quand l'être et le faire s'écartent, beaucoup sont très collés, c'est ennuyeux. Vous savez, on a tous dit de nous, peut-être pas, j'espère, il est vraiment très bon. Ah, il est très con, mais il est vraiment très bon. Vous voyez, quand on sépare l'homme de l'artiste, c'est très ennuyeux dans une équipe parce que c'est absolument pas modélisant. Et on doit pouvoir être à la fois très bon et à la fois pas con du tout. Raisonner, c'est pour apprendre à poser une indication opératoire. Poser une indication opératoire, effectivement, c'est pas que y a-t-il quelque chose à opérer, quelque chose pour opérer. C'est ce qu'on apprend quand on est interne, le quoi. Quand on devient assistant, on découvre qu'il y a un humain autour du truc à opérer et on se pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un à opérer? Et puis se cache derrière le quelqu'un pour opérer, quelqu'un à opérer, le quelqu'un pour opérer. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je l'ai déjà fait? Mais il y a une troisième variable, c'est est-ce le bon moment? Alors quand c'est l'urgence, bon, on a à peu près résolu le problème. Mais est-ce que je fais cette opération en nuit profonde, seul? Apprendre à raisonner en 3 dimensions, c'est important. Ça nous permettra d'éviter les erreurs. Et puis surtout, il faut arriver à extraire la substantifique moelle. Qu'est-ce que l'on cherche dans le parcours des patients, dans ses antécédents et dans sa vie? Qu'est-ce qui va foutre en l'air notre belle opération? Qu'est-ce qui va faire qu'on va la rater? C'est juste ça. Parce que nous, ne sommes là que pour faire des opérations qui marchent. Et nous, on est là pour ranger notre patient dans une des 3 catégories. Je suis sûr de vous arranger, je suis sûr de vous aggraver, je ne sais pas, mais parlons-en. Alors, un élément récent a été très perturbant, c'est comment on s'approprie l'informatique, puisqu'on arrive à opérer, mais des fois, on a des variables bloquantes. C'est un bordel sans nom. Et quand dans les hôpitaux ou les cliniques, plusieurs systèmes ne se parlent pas, c'est terrible. L'informatique, peut-être moins maintenant, mais ça continue. C'est comme ce robot qui arrive et qui essaie de nous aider, mais vous voyez, ce robot, il marche pas très bien. Ce qui est ennuyeux, c'est que quand tout dépend de lui, ça va pas aller. On a aujourd'hui une obligation de traçabilité et on trace tout, mais on trace beaucoup de conneries. Bref, l'informatique est arrivée aujourd'hui à nous amener dans une espèce de spirale dont il est difficile de se défaire et qui est incritiquable. Alors, effectivement, que faire avec nos internes dans la maîtrise? Plein de jeux, il y a plein de choses. On peut faire des cours particuliers de chirurgie, on donne une liste d'opérations, on va les faire sur le cadavre, si on peut encore en faire, etc. Mais il y a plein de choses et je suis sûr que l'Académie va un jour proposer des séances sur comment on améliore la transmission du savoir et la culture de l'erreur. Alors, après la maîtrise, il y a l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi? C'est d'abord se connaître. Être autonome, c'est se connaître. Et on n'a pas demandé à nos internes, c'est quelques questions. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait perdre mes moyens? Qu'est-ce qui m'aide à me surpasser? Bref, qu'est-ce qui m'énerve? Un petit bruit de mastication de chewing-gum dans l'oreille? Je ne sais. Est-ce que je me connais? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quels sont mes objectifs dans ce stage? Qu'est-ce que j'ai prévu d'apprendre? Parce que se connaître, c'est savoir qu'il y a des choses écrites qui sont stables dans la science du cycle. Par exemple, on sait qu'il y a 15% de la population qui est du matin.
On sait aussi qu'il y en a 15% qui est du soir. Les gens du matin, ils sont plutôt nés en hiver et en automne, ils sont meilleurs en tâches cartésiennes en fin de matinée et meilleurs en tâches relationnelles ou de négociation ou artistiques en fin de journée. C'est l'inverse pour les hiboux. Alors, c'est pas beaucoup et c'est pas constant. Mais tout ça repose sur une littérature assez fournie aujourd'hui. Le problème, c'est que même si on est un hibou, quel que soit notre chronocycle, eh bien, il y a une courbe constante. Une courbe constante. Cette courbe, c'est qu'on soit du matin ou du soir, c'est entre 14 et 15 qu'on est le moins vigilant. C'est d'ailleurs à 2 heures du matin que les invités quittent le mariage et s'enroulent autour des platanes sur le bord de la route. C'est aussi entre 50 et 54 ans que la sensation du bien-être, maîtrise, autonomie, finalité, est la plus basse. Ça n'est pas par hasard puisqu'on repasse du côté de la colline. Et on sent qu'il n'y en a plus beaucoup à passer du temps à se poiler. Alors effectivement, entre 14 et 15, qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la santé auquel nous appartenons et dont on ne nous a jamais parlé, parce que ça n'est pas publié dans notre littérature? Eh bien voilà ce qui se passe entre 14 et 15. On a 3 fois plus de chances de recevoir la mauvaise dose d'anesthésique. Il ne faut pas se faire opérer et il ne faut pas trop opérer entre 14 et 15. Alors vous allez me dire, mais on ne fout plus rien maintenant. Mais en tout cas, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus rien faire entre 14 et 15, il suffit juste de dire attention, il faut redoubler de vigilance. Il faut redoubler d'attention dans cette zone noire, que l'on soit une alouette ou un hibou. Alors c'est à transmettre et il faut peut-être s'entourer d'outils modernes pour contrôler la force et arriver puissant dans nos zones de difficulté. La méditation en est un. Heureusement qu'il y a des RMM pour arriver à vérifier pourquoi ce malade est mort entre 2 et 3. Heureusement qu'il y a de plus en plus de culture de l'analyse de l'erreur. Alors, l'autonomie, qu'est-ce qu'on peut apprendre aux internes? Être à l'heure, aimer ce qu'on fait, changer notre adresse mail dont on est fier de l'avoir créée au lycée, fuck, choun, plage, sex on the beach. Quand on parle à une administration, on ne peut plus avoir cette adresse mail tordue. Apprendre quelque chose à notre interne, c'est fermer sa blouse, c'est contrôler son attitude, c'est recevoir des critiques. Et tout ça, on ne nous l'a pas appris, mais effectivement, peut-être que nous venions d'une autre planète, nous, parce qu'il nous semblait automatique de se tenir droit. Alors l'autonomie, c'est savoir transmettre à nos internes notre façon de communiquer sans violence, de savoir expliquer aux soignants et aux patients, et puis effectivement, être prêt à rester un peu plus que les 48 heures prévues, sans que ce soit un message subliminal. Et puis enfin, pour terminer, la finalité. La finalité, ça pose beaucoup de questions, cette médecine, cette nouvelle médecine, cette médecine et cette chirurgie, parce qu'effectivement, à un moment, on se pose la question, mais à qui appartient le corps et de qui suis-je l'agent? Alors, travailler avec les autres, c'est d'abord un défi. On n'a pas besoin d'être amis, mais il faut qu'on soit unis. Et puis, il faut qu'on lise les travaux de Dave Logan sur comment se comporter en groupe. Tant qu'on est à un niveau 1, niveau 2, niveau 3, le groupe, c'est-à-dire un assemblage de plus de 8 personnes, ne produit rien pour l'individu. Le niveau 1 d'un groupe, c'est le gang de rue. N'apprenez rien là-dedans. Le niveau 2, c'est les prisons. Ma vie craint. Le niveau 3, qui est le plus répandu dans les réseaux sociaux, dans les groupes sociaux, dans la fac, dans les cliniques, dans les hôpitaux, chez les avocats, dans les industries, c'est « je suis fort mais pas eux ». Moi, je bosse, mais les autres, c'est que des branleurs. Moi, j'ai fait mon travail, mais pas les autres. Je reviens de vacances, il va falloir tout refaire. C'est classique, on l'a tous été au niveau 3. C'est au niveau 4 et 5 qu'on va pouvoir, le groupe, produire pour les individus. Et le niveau 4, c'est quoi? C'est amener les problèmes. Il n'y a rien à faire aujourd'hui, amener les problèmes. Le niveau 5, c'est je viens travailler parce que je sais que je suis avec un tel ou une telle. Il faut arriver à élever nos niveaux de groupes sociaux pour produire plus. Alors effectivement, réussir ou échouer au boulot, effectivement, c'est se poser les questions et les poser avec nos jeunes collaborateurs. Qu'est-ce que je maîtrise? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui ne se fera pas si je ne le fais pas? Est-ce que je vais voir ce patient après le bloc, etc. Comment je fais face aux problèmes? Comment je maîtrise le stress et comment je m'entraîne? Bref, comment je m'intègre dans un groupe? Pour conclure, je crois qu'on a beaucoup de chance de faire, d'avoir fait et de continuer à pouvoir faire la chirurgie parce qu'elle, vous l'avez vu, nous permet d'aller dans la zone. Notre main libère la tête. C'est de la maîtrise de l'autonomie et de la finalité, c'est le bien-être. On rentre dans la zone certains jours, c'est vrai, mais il faut rester humble
parce que nous ne sommes qu'humains et nous allons faire des erreurs. Le seul problème, c'est de savoir quand. Il y a beaucoup de travail, mais rapprochons-nous toutes et tous de l'effet qu'on doit produire. Moins on a d'idées, plus on y tient, vous le savez. Rien n'est plus lent que la véritable naissance d'un homme ou d'une femme. Je vous remercie.